Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà. Je remercie également Madame la Ministre et son équipe de donner la parole à l'institution que je représente ici, qui est le Centre d'action laïque. Comme l'a introduit Bérangère, la notion de laïcité a des relations complexes avec la lutte contre le racisme et également la défense des droits des femmes et donc le féminisme. Laïcité et féminisme sont concomitants, en tout cas depuis le milieu du XXe siècle. Et je voudrais commencer par reprendre une interrogation qui se trouve donc dans l'introduction de ce colloque, pour y répondre, ou en tout cas tenter d'y répondre par ce qu'on appelle analyse de genre. Les chiffres actuels nous montrent qu'à l'école, au sein des mouvements de jeunesse, des activités sportives ou des loisirs, les jeunes sont encore souvent confrontés à la non-mixité. L'image sexuée que renvoient certaines activités influe-t-elle les choix des jeunes? Et les jeunes sont-ils enfermés dans des rôles stéréotypés, véhiculés par la société, menant à des traitements inégaux selon le sexe? Alors, comment l'analyse genrée peut-elle nous aider à tenter de répondre à ces questions? On pourrait dire qu'il y a déjà un paradoxe au départ, parce que la notion de genre, elle est en fait intimement liée à l'émergence de la mixité. Alors qu'on imagine aujourd'hui que la, entre guillemets, théorie du genre est une nouvelle idéologie, qu'elle recèle d'un nouveau machin, une nouvelle théorie qui est donc très, très régulièrement décriée. Mais il faut rappeler que la dimension de genre, ce n'est pas une théorie, en fait, c'est une méthode, c'est un critère d'analyse. Un critère qui permet de repérer les dimensions, on pourrait dire sexuées, aussi bien des politiques publiques que des infrastructures, des budgets, de toutes sortes de décisions. Et effectivement, quand on remonte aux prémices de la mixité dans la société contemporaine européenne, eh bien, la prise en compte de ces dimensions de genre, elle s'impose d'emblée. Pourquoi? Parce qu'au fond, dans un monde qui était basé sur la ségrégation des filles et des garçons, les premières expériences de mixité, alors que le mot n'existait pas encore, donc des expériences qui mélangeaient des filles et des garçons, l'ont été non pas dans un but émancipateur, mais dans un objectif économique. En effet, c'est au tout début du XIXe siècle, en 1833, que pour la première fois en France, on a mis ensemble des filles et des garçons dans des établissements scolaires. Ça répondait à un impératif financier, puisque dans les petites communes, les petites municipalités, eh bien, c'était trop cher de payer des professeurs et des infrastructures pour des classes différenciées selon le sexe. On a donc opéré des regroupements par âge et on a assisté à ce qu'on a appelé la coéducation. Donc il ne s'agit pas encore de mixité, mais de coéducation, ou plutôt de co-instruction. Donc on voit bien que la dimension genrée ici n'est pas une prise de vue idéologique, mais qu'on est déjà tout de suite dans une analyse de la réalité de terrain qui induit une coéducation, une forme de mixité. Mais le mot mixité, finalement, en tant que substantif, il apparaît bien plus tard. Il apparaît au milieu du XXe siècle. Et je vous livre la définition du grand Larousse de 1963. La mixité, c'est l'état d'une école, donc on est déjà directement dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les espaces d'apprentissage dont l'école. Donc c'est l'état d'une école où les filles et les garçons sont admis. Et le rédacteur poursuit: certains éducateurs émettent des doutes sur l'efficacité de la mixité. Donc on voit que d'emblée, la mixité est accolée d'un jugement négatif, dubitatif, aussi parce que le mot mixte, au fond, étymologiquement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la mixion. Il veut dire des éléments disparates qui sont confondus dans un élément nouveau produit par ce mélange. Et cet élément nouveau, il est dit mixte. Et ce mixte, au fond, serait comme une forme de neutre qui
indifférencierait alors les différences. Donc, il aplatirait les différences pour en faire quelque chose de neutre. On pourrait en discuter dans un autre type de débat, parce que sémantiquement, c'est quand même intéressant, puisque nous plaçons dans une perspective qui est plutôt l'addition, la conjugaison, l'articulation des différences, plutôt que la suppression de ces différences. Alors, pourquoi est-ce que dans le dictionnaire Larousse, on prend tant de précautions par rapport à la mixité, alors que de tout temps, les hommes et les femmes ont cohabité, se sont côtoyés dans tous les espaces publics, que ce soit les marchés, les rues, les espaces publics en général. Donc dans les écoles, il y a eu une exception, puisque ce n'était pas seulement un côtoiement, mais c'était un apprentissage commun. Les réticences ont été assez vives. D'ailleurs, ce mouvement n'a pas fait tache d'huile, et certainement pas dans le secondaire, puisque la mixité dans le secondaire, elle est beaucoup plus tardive que ces premières expériences du XIXe siècle et même du début du XXe siècle, où l'on trouve dans des écoles libertaires ou des mouvements utopistes une mixité assumée. C'est évidemment le milieu du XXe siècle, et particulièrement en mai 68, qui va transformer la société, qui va transformer les codes sociaux, notre rapport au sexe, notre rapport à l'égalité, notre rapport à la liberté et à la mixité. Mais comme Bérangère Marquez-Pereira vient de nous l'exposer, les rapports entre mixité et égalité sont complexes. On a créé une brèche dans les codes sociaux, une fenêtre qui nous a permis d'envisager quelque chose de l'ordre de l'égalité de traitement, peut-être entre les filles et les garçons. Et avec les années 70, cette mixité à l'école va peu à peu se généraliser. Elle se généralise, mais elle est très vite suivie par une extension de la notion de mixité. Une extension à la mixité culturelle, la mixité ethnique, la mixité sociale. Et c'est peut-être ça qui a concouru à un ralentissement ou peut-être un frein à l'analyse genrée de la conception de l'espace public en général et des infrastructures ou des lieux d'apprentissage en particulier. Au fond, la rentabilité qui était au départ de cette mixité, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'elle a permis, in fine, depuis les années 70, de créer des ponts, de créer des vrais points de rencontre entre les filles et les garçons? Est-ce qu'elle a réussi à faire tomber ce mur, je vous rappelle l'image des murs des pensionnats, ce mur qui sépare mentalement et physiquement les filles des garçons? À quel point ce mélange des genres, au fond, a mis du temps à s'imposer, et pourquoi? Parce qu'au fond, il est questionné par un mot en 4 lettres, c'est le mot sexe. Le sexe, celui de l'autre, le sexe qui provoque curiosité, qui provoque attrait, ça devait rester une histoire d'adulte. Donc il était banni des pensées, interdit de manifester quelque chose de l'ordre de la sexualité. Le sexe était finalement tabou et réservé au monde des grands. On peut dire que cette conception du développement humain est non seulement inique, mais aussi erronée, puisque depuis Freud, on sait que la sexualité est consubstantive du développement humain. Le petit enfant de quelques mois a une sexualité, il est dans un rapport à son corps, et dès qu'il se voit dans un miroir ou dès qu'il comprend qu'il y a un autre en face de lui, il y a quelque chose qui se met en place de la compréhension de la différence sexuée. Alors, est-ce qu'on a atteint avec l'introduction de la mixité quelque chose qui nous permet finalement de faire diminuer les inégalités? Il a fallu en clair un changement de perspective, puisqu'au début la mixité était comprise finalement comme un danger, on l'a vu, elle s'est transformée en critère de socialisation. Donc cette vision positive de la mixité, en fait, elle ne suffit pas. Et je vais citer la Geneviève Fraisse, que vous connaissez très certainement, qui dit que donc la mixité est la condition indispensable à la remise en cause des stéréotypes et des assignations de genre, mais elle n'est pas suffisante. L'évidence du mélange ne garantit pas l'égalité. Les femmes et les hommes se côtoient, les filles et les garçons sont éduqués ensemble, et pourtant les inégalités demeurent. Alors c'est ici que l'analyse de genre va nous permettre non pas simplement de poser les constats, mais de comprendre comment cette transmission de l'inégalité
a pu se faire malgré la mise en place d'une mixité qui était censée lutter contre les inégalités. La première question à se poser, c'est est-ce que les garçons et les filles ont vraiment le choix? Est-ce que les choix qu'ils opèrent sont des choix contraints ou des choix libres? Je parlais du mur de verre qui sépare encore les filles et les garçons. Au fond, on a l'impression que la distribution des rôles est naturelle, qu'elle répond à quelque chose de naturalisant, d'essentialisant, comme disait Bérangère. Et par exemple, on le voit très bien dans le rapport des garçons avec l'extérieur ou des filles avec l'intérieur, et on va peut-être affiner cet exemple. Parce que la logique, elle se transmet, c'est une logique de ségrégation, malgré un espace où cette ségrégation est récusée. Et il s'avère qu'en fait, le thème du colloque est particulièrement bien choisi pour comprendre ces mécanismes, parce que ce sont effectivement les enfants qui sont les révélateurs de nos rapports aux espaces publics et aux espaces de loisirs ou d'apprentissage. Parce qu'au fond, depuis la petite enfance, les enfants sont dans un processus d'autonomisation. Donc les parents mettent en place des mesures de protection, on va dire d'abord dans le confinement, donc on confine les enfants dans des espaces protégés. Petit à petit, graduellement, ils vont obtenir une autonomie de déplacement, de circulation. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au fond, dans les études qui ont été menées, notamment en France, à partir des années 2010, donc c'est quand même assez récent, on voit que les parents ont dans l'idée que les filles qui sont à l'école primaire, disons, elles sont plus matures que les garçons. Elles sont plus raisonnables et donc elles ont un meilleur crédit de confiance. Les parents, finalement, les laissent facilement sortir ou plus facilement sortir que les garçons qui sont réputés être distraits, être en l'air et que donc il faut toujours un peu canaliser et surveiller. On verra que cette notion de canalisation des garçons aura d'autres implications. Et donc on peut dire qu'au départ, les filles vont faire des courses dans le quartier, sont amenées à prendre au fond une liberté de déplacement et d'autonomie auxquelles les garçons n'ont pas droit dans un premier temps. Mais ça va rapidement s'inverser. Cette tendance va s'inverser dès, au fond, l'âge de 12-13 ans, qui est l'âge de la puberté. Et pourquoi est-ce qu'il va y avoir cette inversion? Parce que la circulation des filles va être marquée par une espèce de, on pourrait dire, un fantasme, qui n'est pas que du fantasme, mais qui est quand même très imaginarisé. C'est ce qu'on appelle la peur sexuée. Dans le temps, on isolait les filles pour qu'elles soient bien soumises et préserver leur virginité. Donc c'était au fond un bien qu'il s'agissait de protéger. Aujourd'hui, finalement, on en revient à isoler les filles pour les protéger, mais pour les protéger d'un danger qui serait celui de l'extérieur. Donc on va reproduire ou produire cette association entre espace public, espace urbain, féminité, danger sexuel. Mais en fait, c'est une vision un peu tronquée du danger, même s'il ne faut pas nier qu'il y a des problèmes d'harcèlement ou de violence verbale ou autre dans l'espace public. Ce n'est pas l'espace public qui comporte les plus gros risques pour les filles, puisque loin d'être commises dans des lieux déserts et de nuit, les agressions sexuelles se déroulent autant de jour que de nuit. Plus de 60% ont lieu au domicile de la victime ou de l'agresseur. Et pour ce qui est des lieux publics, il s'agit autant de lieux réputés sûrs, comme les hôpitaux, que ceux considérés comme dangereux, la rue. Et puis, comme vous le savez, les agressions sexuelles ont majoritairement lieu dans le cercle familial ou conjugal. Donc, ces résultats vont à l'encontre de cette peur sexuée, ce qui ne nous empêche pas quand même, évidemment, de prendre en compte les violences dans l'espace public. Mais quand on régule cet ordre social, on se rend compte qu'au fond, la régulation, l'interdiction, la coercition ne sont pas suffisantes pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre comment, malgré la mixité, on n'obtient pas l'égalité. On pourrait parler de l'ordre de l'interaction, parce qu'au fond, à part les règles, les lois, il y a tout ce qui se passe entre les personnes qui sont impliquées dans ces phénomènes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans l'imaginaire collectif, et ça correspond à l'âge de 12-13 ans dont M. Milquet a parlé tout à l'heure, eh bien,
les loisirs sportifs, culturels ou généralistes sont peu à peu délaissés par les jeunes filles, qui auparavant, donc en âge primaire, ont un accès presque égal aux garçons. Et donc, comment est-ce qu'on justifie ça? On justifie en disant, oui, mais les filles, elles sont plus mûres de nouveau, elles peuvent mieux s'occuper toutes seules, hein, elles ont finalement un désir de rester plutôt chez elles, elles n'ont pas tellement envie de s'exciter à l'extérieur. Donc ces qualités prétendument communes à toutes les filles justifient au fond le renvoi des filles dans des espaces intérieurs et donne l'autorisation aux garçons d'utiliser et donc d'investir les espaces extérieurs. S'ajoute à ça une priorisation des garçons. Je le disais tout à l'heure, dans les entretiens qu'on fait avec les animateurs, par exemple, d'activités parascolaires, qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils intègrent d'emblée cette notion en disant oui, mais les garçons, il faut canaliser leur violence, il faut éviter le décrochage scolaire, il faut les aider à se dépenser. Et donc, il y a là déjà, au départ, une différenciation essentialiste donc, entre les filles et les garçons. C'est aussi la preuve qu'il y a, au fond, un stéréotype qui s'impose d'emblée, mais qui a non seulement un effet séparateur, intérieur-extérieur, mais aussi qui a un effet d'hyper-socialisation des garçons, puisque, au fond, ils vont se retrouver dans des espaces où le sport, où les cultures urbaines vont valoriser un modèle, le modèle qui est celui de la masculinité toute puissante. C'est pareil dans le sport d'ailleurs, parce que quand on voit que les valeurs du sport, et ça, M. Milquet le rappelait tout à l'heure aussi, sont les valeurs voilà, d'égalité, d'ouverture, mais c'est des valeurs aussi de mérite, eh bien on voit que dans cette question du mérite, de nouveau, il y a une essentialisation des filles et des garçons. Finalement, on ne met pas les filles et les garçons ensemble parce que, soi-disant, les filles ont moins de force, elles seraient défavorisées. Alors qu'en réalité, les activités, qu'elles soient sportives ou culturelles, ne font pas spécialement appel à la force, hein, mais de nouveau, on est dans une division des rôles. Les garçons sont forts, ils ont de l'endurance, les filles sont gracieuses, elles sont agiles. Alors qu'évidemment, cette discrimination, elle va aussi à l'encontre des garçons. Tous les garçons ne sont pas endurants, tous les garçons n'ont pas une force herculéenne. Et ils ont peut-être aussi envie de faire autre chose que ça. Donc, on ne doit pas non plus tomber dans le piège du loisir stéréotypé, mais on se rend compte que ce qui concerne le loisir urbain, le skateboard par exemple, les laser parks, les jeux vidéo et autres, les équipements publics et culturels sont majoritairement à l'extérieur, créés et subventionnés pour les garçons. On le sait, par exemple, qu'il y a une ségrégation au niveau de l'activité. Par exemple, un petit garçon qui veut faire de la danse classique, il est tout de suite, il est là dans la transgression de ce que je disais tout à l'heure, dans la transgression de ce mot sexe qui traverse quand même toute la question de la mixité. Et donc, il est tout de suite taxé soit de défaillance virile, soit peut-être même considéré comme un homosexuel parce qu'il choisit une activité qui est différenciée par rapport aux stéréotypes accolés aux garçons. Pour ce qui est des filles, eh bien, on voit qu'en fait, effectivement, elles quittent aussi bien le sport que les activités de loisirs à partir du secondaire. Et c'est le moment, en fait, le secondaire, où les filles, pour pouvoir aller dans ces infrastructures, vont prendre des transports en commun, vont traverser la ville. Et donc cette peur sexuée va venir justifier la diminution de la présence des filles dans l'espace public, dans les transports publics, dans la ville en soi. On voit aussi qu'au niveau du sport, il y a une image différenciée. On l'a rappelé tout à l'heure. Par exemple, quand vous regardez le tennis, qui est un sport mixte, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus aucune distinction, croit-on, entre le tennis féminin et masculin. Les finales des filles se passent toujours avant les finales des garçons. Donc l'apothéose, c'est la finale des garçons le dimanche, et la finale des filles, c'est un jour avant, parce que finalement, c'est moins important. Et donc on est là ici dans une pratique sportive qui est finalement quand même pensée pour les garçons, canaliser l'énergie, qui met en évidence aussi les qualités qui seraient communes aux garçons, mais qui crée aussi finalement une validation de l'entre-soi, l'entre-soi entre garçons et l'entre-soi entre filles. Donc le sport offre une lecture sociologique et politique privilégiée de ce qu'on appelle donc les inégalités de genre.
On voit que la question du financement des infrastructures, dans des études menées de nouveau en France, 75% des financements des municipalités à Bordeaux concernent des infrastructures qui sont destinées aux garçons. Et dans ces infrastructures, il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Donc on peut se poser la question de l'accès égal des garçons et des filles aux infrastructures. Et on comprend qu'avec une différenciation à la fois sur les budgets, à la fois sur la nature des activités, idem pour ce qui est des modalités pratiques, parce que par exemple, de quoi on parle? On parle de manière de canaliser la violence des garçons, et d'un autre côté, les filles, elles font des activités qui ne sont pas dénommées. On n'a pas un objectif social quand on offre des loisirs aux filles. C'est pour elles-mêmes, elles aiment bien, ça leur plaît, voilà. Non, mais les garçons, là, il y a un objectif social. Et donc, il y a une priorisation qui est mise sur les loisirs et le sport des garçons. Je vais rapidement passer sur la question des loisirs parce que Edith Marouet-Jules nous en parlera certainement tout à l'heure, puisqu'elle a réalisé des études sur cette question. Mais on voit que c'est quasiment similaire au schéma qui se passe dans le sport. À partir de 11, 12 ou 13 ans, les jeunes filles décrochent 15% au début, et puis progressivement, avec l'avancée en âge, il y a un effacement des filles de l'espace public, un effacement des filles dans les activités parascolaires, de loisirs ou de sport. Et c'est aussi facilité par des choix d'activités, parce que finalement, on a l'impression que ce sont des goûts naturels, mais en réalité, cette assignation à telle ou telle activité, elle correspond totalement aux stéréotypes et à une organisation de la place des filles et des garçons qui n'est pas seulement le fait des jeunes, qui est aussi le fait de ceux qui sont en charge de leur encadrement. Puisque qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que pour les petits, ce sont souvent des animatrices, et pour les plus grands, ce sont souvent des animateurs. Que dans les équipes d'animateurs et animatrices, les animateurs, finalement, ils ont les postes de service, qui sont des postes stables, et les animatrices sont dans une situation plus précarisée, avec un emploi qui est à temps partiel ou en tout cas renouvelable et moins protégé par le système du travail. Donc l'impact est évident, parce qu'on voit qu'il y a une discrimination au niveau du choix et au niveau de l'investissement de l'espace public et des loisirs, mais cette différenciation se passe aussi au niveau de l'encadrement, et donc c'est comme en miroir le prolongement de ce que ça va donner ensuite. On voit aussi, mais je ne m'attarderai pas là-dessus, que la non-mixité dans les activités de loisirs des jeunes filles est beaucoup moins importante que dans les activités des garçons. Donc il y a plus d'activités de garçons non mixtes, et parmi les activités des filles, il y a des activités non mixtes qui sont plus importantes. Et donc on voit aussi que là, il y a un différentiel qui se met en place. Donc les filles décrochent. Alors, pourquoi est-ce qu'elles décrocheraient? De nouveau, on est dans une explication naturalisante. Les filles, finalement, sont plus scolaires, elles surinvestissent le monde scolaire. Et les garçons, finalement, il faut lutter contre leur décrochage scolaire en leur permettant une expression, une réussite dans l'espace des loisirs ou du sport. Et donc là, on voit bien que l'invisibilité de la question de la place des filles et finalement des filles elles-mêmes dans l'espace public peut être expliquée par ces mécanismes qui sont sous-jacents à l'organisation des loisirs et du sport. Et donc, on voit bien aussi que ça nous renvoie à la faible représentation citoyenne des femmes, que ce soit au poste de décision ou leur faible présence, on va dire, dans la rue et l'espace public. Donc je vais conclure en disant que cette question du genre, qui peut apparaître comme quelque chose de compliqué, un concept compliqué, qui est peu visible, au fond, voire invisible, se révèle quand on mène ce genre d'analyse de genre, une approche qui est innovante pour essayer de créer une société dans laquelle on peut vivre pas seulement côte à côte, mais ensemble, en articulant les différences
pour en faire quelque chose de nouveau et non pas pour raplatir la place de chacun et indifférencier les différents publics. Donc ça devrait nous permettre de mettre en place des stratégies qui tiennent compte de ces mécanismes sous-jacents. Et je vais terminer en tentant de répondre à l'autre question posée en introduction de ce colloque. Et je répondrai à la question de savoir si notre société prépare les adultes de demain à vivre ensemble sans reproduire les inégalités et toutes les formes de violence qu'elles entraînent, en disant que, effectivement, les activités de sport et de loisirs constituent un véritable laboratoire de la mixité et de ses impasses. Les loisirs et le sport ne sont pas des corollaires de l'école, mais au contraire, les lieux mêmes où s'expriment le plus clairement les paradoxes de cette mixité qui est rattrapée par les inégalités de genre. Il semble évident que cette inégalité dite de traitement dans des lieux et activités pourtant mixtes impacte et continuera à impacter, si rien ne change, le statut professionnel des femmes et des filles, toujours inégal par rapport à celui des hommes. Et cela aussi bien dans le choix du métier que pour les conditions ou la rémunération du travail. La conséquence, peut-être la moins visible, réside dans un confinement, le retour de ce confinement symbolique et même souvent réel, d'une majorité de femmes dans l'espace privé. Espace qui peut être violent, je le rappelle, pour un nombre important de femmes et en particulier pour les jeunes. L'analyse de genre du concept de mixité dans les activités des jeunes prouve donc qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, à commencer par prendre en compte les conclusions de ces études et les pistes qu'elles dessinent. Ainsi, j'espère avoir pu vous transmettre le moins laborieusement possible cette notion de genre ou cette notion de mixité vue par le genre. Les travaux des chercheuses et des chercheurs qui ont nourri cette présentation, voilà, je leur dois beaucoup parce qu'effectivement, la question de l'analyse de genre est une analyse de terrain qui demande de mise en place de protocoles et qui demande de travailler non seulement dans un espace spatio-temporel vaste, mais varié. Les références, évidemment, de ces études seront disponibles si vous le souhaitez. Et j'espère ainsi avoir pu vous transmettre quelque chose de cette analyse de genre de la mixité. Merci.